En 2010, en fait, je découvre, enfin un peu avant, en 2008, je découvre l'existence des récifs artificiels. Et ce qui m'amène à commencer à penser à un projet sous l'eau. J'avais déjà fait des choses en lien avec le milieu marin, en lien avec ce qui se passait sous l'eau, mais jamais physiquement, je dirais, dans cet espace. Même si je plongeais depuis longtemps. Et donc en découvrant l'existence des récifs artificiels, je commence à imaginer un projet où j'allais travailler à la fois en sculpture, sur un projet documentaire en refaisant ces structures, mais surtout j'allais aller plonger sur des récifs existants, c'est-à-dire les photographier par 10, 20, 30, 40 mètres de fond. À partir de 2015, je m'intéresse, en fait, je commence à m'intéresser aux habitats naturels. C'est-à-dire à tout ce qui va être structurant dans l'eau, le fond, les roches, les algues, la surface et l'espace principal, la colonne d'eau. C'est-à-dire l'espace qui va de la surface jusqu'au fond, l'ensemble des masses d'eau. Et en remarquant une chose, c'est que, en fait, ces habitats qu'allaient composer les paysages étaient sous-représentés. C'est-à-dire qu'on connaît, on a une vision des fonds tropicaux avec des images, parce que le corail va être un sujet, on va voir régulièrement des images d'environnements tropicaux. Par contre, des images de paysages sous-marins à proximité, on ne les voit pas parce que le paysage ne va pas être un sujet. On a beaucoup de photos qui sont des photos animalières ou des photos d'expédition ou sportives qui sont assez anthropocentrées. Et donc, cette image un peu manquante en quelque sorte, je me dis qu'il est important de faire émerger ces paysages. Donc je commence entre 2015 et 2017, on va dire, ce sont un petit peu des repérages, je commence à travailler sur les côtes bretonnes, je commence à penser à une expédition sur les côtes bretonnes. Et là, je pars avec Tara Expédition et je travaille sur le réchauffement climatique, sur l'acidification avec les équipes scientifiques qui sont à bord, et sur des représentations de paysages qui se transforment. Parce qu'il faut savoir que dans l'océan, les paysages se transforment, on va dire, 6 fois plus rapidement que sur Terre. Donc, je commence à me dire que de mener une expédition sur les côtes bretonnes peut être quelque chose d'intéressant, et au-delà des côtes bretonnes, sur l'ensemble des côtes françaises. Et j'imagine différentes séries qui ont différents titres. Donc la partie qui vient après en Méditerranée, je vais l'appeler Invisible. Et la partie qui concerne, on va dire, le territoire breton, je la nomme en lien avec l'origine latine du Finistère, qui est Finisterae, donc la fin de la Terre. Et je ne définis pas ce projet en lien avec la Terre, mais plutôt avec le début de la mer, Initium Maris. Donc le début de ces territoires dans sa partie immergée. Et je m'attache donc pendant plusieurs années à partir d'une expédition que je mène avec un petit bateau, qui est mon bateau, un bateau de 9 mètres, dont je fais l'acquisition pour le projet. Un petit ketch de 9 mètres, je vais partir avec un assistant ou une assistante qui me donne un coup de main à bord pour aller plonger entre Saint-Nazaire et Saint-Malo. Et là, je me rends sur différents sites que je vais choisir en fonction de, on va dire, de plusieurs critères. Ça peut être parfois
des sites qui ont été étudiés par des scientifiques et donc on va avoir des informations. Ça, j'ai 5-6 sites comme ça. Parfois parce qu'il y a des choses spécifiques comme des menhirs par exemple immergés que je vais aller photographier à plusieurs endroits. Ou parce que je me dis que je gère aussi un peu sur ce territoire et je me dis que telle ou telle zone, en fonction de sa situation géographique, peut être intéressante. Donc je suis allé beaucoup aussi dans les îles, dans les zones les plus reculées qui vont présenter quand même les paysages souvent les plus exubérants, les paysages aussi qui vont être parfois en meilleure santé, parce que c'est plus éloigné des côtes, plus éloigné des pressions. Et je vais trouver aussi des eaux plus claires, puisque les eaux bretonnes sont des eaux qui sont souvent chargées, très, très habitées de vivants, de plancton, de toutes sortes de choses, mais qui vont donner une certaine densité à l'eau qu'on va retrouver dans pas mal d'images. Mais l'idée est toujours de montrer le paysage tel qu'il s'étend, à perte de vue, quand on passe sous la surface, qu'est-ce qu'on va voir. Et c'est toujours pris au grand angle en lumière naturelle. Donc pour ces prises de vue en Bretagne, je plonge souvent en apnée. J'ai, on va dire, 70% des prises de vue qui vont être faites en apnée. Et quand je plonge au-delà de 15 mètres de profondeur, là je vais entre 15 et 50 mètres, je vais plutôt plonger en bouteille. Et ensuite, quand il y a des prises de vue vraiment spécifiques, j'ai une série qui est un peu à part, où là je suis en lumière artificielle, où je viens greffer, vraiment littéralement greffer, je sangle mon appareil dans un caisson spécial sur un des robots d'Ifremer pendant une campagne océanographique à laquelle j'ai participé. Et là, je vais faire une série entre 700 et 1800 mètres de fond. Rentrer dans l'océan, avoir de la couleur à perte de vue, et faire une image panoramique de cette couleur, ça va être le paysage le plus commun dans l'océan. C'est-à-dire, ça va être une étendue bleue, où rien n'arrête le regard, on peut avoir 20, 30 mètres, 40 mètres de visibilité, et on a ce dégradé lumineux de bleu, avec plus de lumière vers la surface, plus quelque chose de plus sombre vers le fond et les abysses. Et en fonction de l'environnement, cette couleur elle va varier. C'est-à-dire qu'une eau presque pure va être bleue, elle peut tirer même sur le violet pour une eau qui est très très peu habitée. Ensuite, quand on se rapproche des côtes, et il va y avoir des interactions avec la terre qui va nourrir le vivant en fait, on va avoir des eaux vertes. Et quand on rentre dans les estuaires, dans les fleuves, on va avoir des eaux qui vont être avec des couleurs plus chaudes, jaune, orangé, ça peut aller jusqu'au rouge. Et là, ça va être les tanins des forêts, comme un thé va teinter une eau, les forêts vont donner une teinte aux eaux, ou les minéraux. Les minéraux, les sédiments, les terres qui vont être portées par ces fleuves. Et il faut savoir que quand on descend dans la colonne d'eau, plus on descend, plus la lumière diminue bien sûr à un moment donné, mais avant on a une saturation et on va avoir des couleurs qui vont être de plus en plus vives en descendant en profondeur. Et ensuite la lumière tombe et on a cette couleur qui devient plus sombre. Moi, je pense que par rapport à cet espace sous la surface, c'est-à-dire que c'est vrai que dans la terminologie, déjà, on parle de fond marin. Donc déjà, on résume en fait l'espace marin bien souvent à la surface et au fond. C'est-à-dire que, alors que l'océan, c'est surtout ce qu'il y a entre les deux. C'est la surface et le fond, mais avant tout la colonne d'eau. C'est 3800 mètres de moyenne en épaisseur sur 71% de la planète. Donc c'est une couche qui est relativement importante, où dans une eau claire, la lumière va pénétrer sur les 200 premiers mètres. Donc ce qu'il y a, c'est que les représentations, on a d'abord appréhendé ce milieu depuis la surface,
et parce qu'on remontait du fond. Donc c'était des éléments palpables qu'on allait remonter depuis cet espace. Ensuite, l'accès pour beaucoup de gens à cet espace, c'est via l'aquarium et via une mise en scène du milieu, où dans un bac, on va recréer un fond et avec habité de poissons, de coraux, d'espèces fixées mais plutôt multicolores. On essaie de montrer la couleur et la faune. Beaucoup, un petit peu la flore, mais beaucoup la faune. Et bien souvent, ensuite, dans les représentations, Cousteau y a beaucoup participé, je pense, mais on va rechercher dans l'océan ce qu'on peut voir dans les aquariums, c'est-à-dire on va essayer de montrer l'océan comme un aquarium, alors que l'océan n'est pas un aquarium. Et on veut y voir du spectaculaire. On veut montrer plutôt de préférence la faune la plus imposante possible, et on oublie que l'essentiel du vivant dans l'océan est invisible en fait, est invisible à l'œil nu, enfin invisible dans son unicité, il peut être visible au travers de la couleur justement dans sa multiplicité, mais c'est une vie discrète, c'est une vie ce qui fait que le regard est faussé et les imaginaires aussi qui se construisent à partir de ça sont faussés et se régénèrent à partir de cette même image. C'est-à-dire que même, je pense, des scientifiques qui vont travailler qui sont bien souvent les personnes qui ont accès à ce milieu, parce que ça va être des scientifiques, parfois des gens qui font de l'image, effectivement, mais qui vont tourner un film, mais le film va être focalisé ou sur des sujets scientifiques ou focalisé sur le sujet qu'on a attribué. Et l'image fixe est une image souvent fonctionnelle, ou animalière, ou touristique, ou sportive. Et donc, c'est un territoire où ce sont on va dire, les mêmes personnes qui retournent en permanence montrer ce milieu de la même manière. Et le regard n'est pas forcément mis en question, n'est pas réinterrogé. Et les scientifiques eux-mêmes sont alimentés par... Leur imaginaire est alimenté par cette iconographie. Donc parfois, je dirais certains écrits d'océanographes, certains permettent d'ouvrir sur la complexité de l'océan, évidemment, sur la complexité de son fonctionnement, la complexité, mais ce qui ne se retrouve pas forcément dans les représentations.